à tous et bienvenue dans ma chaîne Contes des mille et une vies ou récits d'une quête identitaire. Je m'appelle Chloé Pagès et dans cette chaîne, je vous partage la longue épopée autant inconfortable que merveilleuse qu'est la quête de soi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par les feedbacks qu'on m'a donnés, car je suis allée présenter ma toute première vidéo au festival sur la route de soi qui s'est déroulé à Vertou ce week-end. Donc suite à cette projection, j'ai eu de nombreux commentaires et feedbacks, donc j'aimerais les partager avec tout le monde via cette vidéo en premier lieu, avant de commencer par le tout premier épisode. Donc, je vais sortir ma petite feuille. On m'a dit, ta précédente vidéo, c'était plutôt une introduction, une présentation de ta chaîne. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment compris ce qu'il allait avoir dans ta chaîne. Donc, c'est pas que tu l'as présentée, mais par contre, tu l'as introduite. Alors, effectivement, en fait, c'est pas faux. Donc, du coup, je me suis dit, j'allais faire vraiment la présentation. Parce que j'ai compris, pour moi, c'est très clair dans mon esprit, évidemment, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, en fait, si vous voulez, dans cette chaîne, j'ai envie qu'elle soit un peu style podcast. Donc, qu'on puisse l'écouter autant que la voir comme ça. Moi, je suis aussi très auditive. Et aussi beaucoup de problèmes pour m'endormir, donc j'aime bien des fois avec mes écouteurs écouter des vidéos de personnes. Donc c'est pour ça que je vais essayer que ça soit agréable le plus possible à écouter. Alors aujourd'hui il y a un peu de vent et je suis dans la forêt, donc peut-être que ça va faire un bruit de fond pas très beau malheureusement. Et vous verrez qu'on entendra plein de détonations, et donc en fait c'est des canons pour chasser les oiseaux des champs, donc très pénible, et donc je m'excuse d'avance. Et j'essaierai pour la prochaine vidéo de trouver un coin sans ces petits canons. Mais j'ai décidé de la faire quand même parce que c'était quand même une belle journée. Donc ça va raconter mon cheminement de vie. Et en fait, j'espère que ça pourra vous servir autant d'exemples que de choses à faire que de choses à ne pas faire. Et distiller aussi ce que j'en ai appris. Évidemment, faire des bilans avec vous, vous apporter certaines choses, et j'espère qu'en commentaire vous m'apporterez aussi des retours ou partagez votre vie à vous aussi, où est-ce que vous en êtes. J'ai l'espoir que ce soit aussi un partage entre vous et moi, parce qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Certaines personnes sont très avancées dans un domaine et pas du tout dans un autre, et on peut tous s'apporter à tous les niveaux en fait, donc c'est ça qui est chouette. Et évidemment en fait j'aimerais que via cette chaîne, alors il faudrait que je fasse attention que ça ne soit pas un fourre-tout, mais je ne conçois pas cette chaîne sans parler de la spiritualité, la médecine alternative, parce que ça a été une grosse partie de ma vie. Si jamais vous êtes ouvert, vous me direz en commentaire si vous avez envie. Je partagerai peut-être aussi mes expériences comme Vipassana, la danse de la lune au Mexique, le chamanisme, etc. Vous me direz si ça vous intéresse. Et sinon, ça va aussi parler forcément de la planète, de notre rapport au monde, de là où on en est aujourd'hui au niveau global et planétaire, de la préservation de la planète. Et ça va aussi parler évidemment de comment construire un nouveau monde, un monde meilleur, et aussi, et bien sûr, et toujours, de l'amour. Parce que moi, mon chemin, en tout cas mon chemin de vie est très lié à l'amour. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, à moins pour les gens qui se sont vraiment fermés du cœur. Mais je pense que nos chemins sont dans tous les cas influencés à 200% par l'amour. Donc ça parlera aussi de ça. Alors ensuite, on m'a partagé quelques inquiétudes dans le sens où je resterai pas assez dans les émotions. Mais donc c'était juste une inquiétude et j'ai dit ça n'arrivera pas. C'est vraiment le but de cette chaîne. Donc du coup ça vient avec un autre commentaire quelques personnes qui m'ont dit j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à plus de croustillant, est-ce que tu nous donnes un peu des infos. Alors bon, déjà c'était juste une introduction, hein, donc c'était pas censé décrire quoi que ce soit, justement, si ça a amené un peu de frustration, c'était aussi un peu le but. Sinon, je ferais juste une vidéo de 3 heures disant tout et pas plusieurs épisodes. En tout cas, c'est sûr que si vous attendez à ce que j'envoie des paillettes sur des choses seulement factuelles, si on n'attend que des faits, je pense que vous serez déçus. Parce que moi, mon but, c'est pas de partager que des faits, c'est surtout un partage émotionnel de tout ce que j'ai traversé en fait. Parce qu'il y aura toujours des gens qui auront fait mieux que moi ou qui ont fait plus
que moi. Donc avant tout, ce que je voulais partager dans cette chaîne, c'est le parcours émotionnel en fait. C'est ça, je pense, qui va être entre guillemets croustillant, parce que et qu'on n'a pas l'habitude, c'est que les personnes ne parlent pas beaucoup de leur intériorité. Elles parlent de ce qu'elles ont fait, mais elles ne parlent pas beaucoup de ce qu'elles ressentent ou des choses négatives qu'elles ont pu ressentir. Je me rends compte que c'est vrai que la plupart des gens cachent tout, cachent ce qu'ils ressentent ou cachent ce qu'ils pensent vraiment, etc. Et je trouve ça très dommage parce que ça nous encourage pas, enfin ça nous fait pas évoluer les uns les autres en fait de faire ça. Moi je trouve que c'est une chance d'avoir en face de soi quelqu'un qui accepte de dire sans culpabilité ou sans dévalorisation, de dire oui c'est vrai, là en ce moment je suis perdue ou j'ai été perdue, ou j'ai été en dépression, ou j'ai été déconnectée, ou je suis triste, ou je suis en colère, je suis joyeuse, je suis épanouie. Mais c'est dommage de penser que d'être joyeuse et épanouie c'est plus valable que d'être en dépression et d'être triste. Je vois pas pourquoi en fait. J'aimerais dire à bas le sectarisme de l'émotion positive qui pour moi veut étouffer la mosaïque de ce qu'est vraiment un être humain. Ça a été en fait tout ce parcours, ça a été un parcours émotionnel parce qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'étouffer mes émotions parce que je croyais qu'elles n'étaient pas belles, qu'elles n'étaient pas légitimes, à partir du moment où j'ai commencé à les accepter et à les laisser me traverser, en fait, si on les laisse nous traverser, elles s'en vont. Elles naissent parce qu'elles ont besoin de naître, ça n'est pas contrôlable une émotion, et ensuite elles nous traversent et ensuite elles s'évacuent. Alors voilà, pour certaines personnes, suivant ce que vous avez fait dans votre vie, pour certaines personnes ça sera un truc de fou, ce que je vais vous raconter, pour d'autres non, pas du tout. Donc prenez ce qu'il y a à prendre à chaque niveau. Alors, voilà, maintenant on peut commencer par l'épisode numéro 1. Alors, depuis toute petite, mais alors je pense 3-4 ans, j'avais un postulat qui me rassurait. Le seul postulat, on va dire, dans lequel j'étais 200% sûre, c'était d'être vétérinaire. Moi, j'avais vraiment la passion des animaux. J'étais totalement en connexion avec les animaux, totalement amoureuse des animaux. Et pour moi, ils méritaient tout. Et les humains, c'était les méchants de l'histoire. Et je détestais, je pense, les êtres humains pour faire tant de mal aux animaux, en fait. Donc, basiquement, quand j'étais petite, moi, je voulais devenir vétérinaire pour soigner les animaux et être en contact avec eux. Et donc, on me disait, mais tu n'auras pas peur de les opérer, etc. Moi, je disais non, ce sera pour les sauver, il n'y a pas de souci. Et donc, forcément, en 5e, j'ai fait mon premier stage chez un vétérinaire. Déjà, je me sentais très mal. À chaque opération, j'ai assisté à toutes les opérations et je me sentais très mal pendant les opérations. L'odeur du cabinet vétérinaire, qui est l'odeur comme d'une clinique, j'étais pas bien déjà à cause de cette odeur-là. L'odeur de la salle d'opération, l'odeur du sang, les corps inertes des animaux sous sédatifs, les petites cages dans lesquelles ils récupèrent tout seuls en attendant que leur maître vienne les chercher. Tout ça, ça m'a fait... ça a un peu ébranlé mes convictions déjà. Mais je me suis dit, je vais dépasser tout ça et puis il faut que je me convainque que c'est pour leur bien. Et donc voilà. Du coup... je suis restée toujours sur vétérinaire. Donc c'était vraiment ce qui me guidait. C'était vraiment mon seul pilier dans la vie. C'était je vais faire vétérinaire. Voilà, c'était ça. Ah non, pardon. Le second pilier, c'était que j'étais amoureuse depuis l'âge de 3 ans. J'avais mon petit copain qui, le premier a duré 4 ans, l'autre a duré, enfin bref, ça durait toujours des années, donc c'était des amours qui duraient très longtemps et qui ont perduré même après, limite fin d'adolescence, début d'âge adulte. Des fois j'y ai repensé ou me contacter en disant Chloé t'es l'amour de ma vie, machin, mais on a trop changé après pour que ce soit, pour que ça ait été pérenne. Mais bon, donc voilà, c'est pas vrai que
c'était que vétérinaire le pilier, il y avait aussi l'amour, déjà. Ensuite, arrivé en terminale, donc là où on doit bien se décider pour le futur, j'ai décidé de retourner en stage chez un vétérinaire dans ma ville pour valider, en fait, voir si j'étais toujours pareille ou si j'avais bien évolué concernant mes malaises. Et puis quand j'y suis allée, j'ai eu les mêmes malaises pour des petites choses en plus et je me sentais pas du tout bien dans une clinique vétérinaire et je me suis dit mince, en fait c'est pas ça quoi. C'est pas ça et je sais pas du coup ce que c'est parce que je sais pas quoi faire avec les animaux qui n'est pas vétérinaire. Donc je me suis mise à essayer de trouver une solution, comme je fais toujours, à me dire, bon ok, alors ce que je supporte pas, c'est l'odeur de la clinique, le sang, etc. Donc est-ce qu'il y aurait une alternative, une possibilité pour que tu puisses accepter tout ça? Et je me suis dit, le rêve, c'était de soigner les grands félins, donc les lions, les tigres, les léopards, les panthères, etc. Donc à l'époque, j'ai un peu cherché sur internet et donc j'ai vu déjà que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de spécialité grand félin, que ça venait comme ça au cours de la vie. Si on était amené à soigner des grands félins, ça venait comme ça. En gros, j'étais là, ok. Donc la meilleure chance sinon d'y accéder, c'était d'aller dans une réserve en Afrique. Et moi à l'époque, quand j'avais 16 ans, j'étais vraiment pas quelqu'un. J'étais très casanière, très famille. Je voulais pas quitter la France. J'étais très introvertie. Je voulais pas du tout partir à l'étranger. Je voulais pas parler une langue étrangère. Et puis j'étais déjà allée en Afrique 2 fois quand même, et dont une fois dans une réserve. Et ça m'avait pas donné l'envie, c'était très beau, mais ça m'avait pas du tout donné l'envie d'y aller en fait et d'aller vivre là-bas. Donc j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit que en tout cas je me sentais absolument pas de tout quitter pour aller m'installer là-bas par exemple. À 16 ans, de me dire que j'allais faire des études en ce sens, j'étais pas prête du tout. Alors on verra dans un prochain épisode qu'un jour, je me sentirai prête à partir à l'étranger, à parler une langue étrangère, que ça fera partie de mes défis et du coup on suivra tout un périple à l'étranger. On verra que je n'avais pas dit mon dernier mot concernant les animaux. Donc du coup, grand chambardement parce que quand on se base sur un postulat depuis du coup 13 années de sa petite vie et que d'un coup on doit trouver vite une orientation dans les 2 mois qui viennent parce qu'il faut bien choisir quelque chose et moi je voulais absolument pas gâcher des années de vie, donc c'était vraiment une grosse pression que je me mettais pour pas partir dans la mauvaise direction. Et super déjà, la pression de fou. C'est horrible la pression qu'on met, je trouve, aux enfants dès le plus jeune âge pour du coup savoir quel métier on va faire. Enfin, c'est vraiment une pression énorme. Moi, ça m'a toujours plombée. En fait, toute ma vie, ça m'a plombée au final. La pression du métier, la pression de quoi faire. Quoi faire pour gagner de l'argent? Ça a toujours été la pire question finalement de ma vie, quoi. Donc c'est la question autour de laquelle toute ma vie s'est articulée au final. Donc, j'ai un peu analysé tous les métiers qui m'auraient plu, dont il y avait océanologue. Mais dans tous les livres d'orientation, ou le CDI, etc., il y avait écrit très peu de débouchés. Très peu de débouchés, voire pas du tout, quoi. Donc, et le témoignage de gens qui avaient fait ces études et puis qui n'avaient jamais trouvé de travail. Donc moi, ça m'avait fait aussi peur. Ouais, j'étais pleine de peur, du coup, évidemment, pas évidemment, mais j'avais beaucoup de peur. Et donc surtout inculqué par la famille, évidemment, il faut faire un métier avec des débouchés. Donc, pas océanologue, même si c'est des études qui m'auraient passionnée. Donc il me restait une chance de soigner les animaux, c'était sans opérer, puisque le rêve des grands félins n'était pas possible.
c'était de soigner, d'être ostéopathe pour les chevaux et les chiens. Et donc, toujours dans un souci de débouchés et d'argent, on m'a conseillé de passer d'abord par kinésithérapeute pour au moins avoir dans tous les cas sous la main un métier grâce auquel je pourrais gagner de l'argent, et puis ensuite passer par ostéo et kiné canine. Donc voilà, le projet, c'était ça. Donc je me suis embarquée dans ces études de kiné. Je suis allée à la faculté de médecine de Marseille, à la Timone, parce que je passais par la première année de médecine pour ensuite faire 3 années de kiné. Donc cette première année de médecine, autant vous dire que comme j'avais dû prendre cette décision rapidement, j'étais un peu en dépression constante. Enfin déjà que c'est vraiment archi dur, première année de médecine, mais j'étais pas bien parce que je pleurais des fois parce que je me disais voilà, j'ai raté ma vocation, je me suis embarquée dans la mauvaise voie, moi c'était vétérinaire, nanana, nanana, nanana. Et j'avais bien vu que vétérinaire c'était pas ça, mais j'arrivais pas de toute façon à me décrocher trop de ça. Et puis voilà, j'étais triste. En fait, j'étais triste que ma vocation, je me rende compte que ma vocation n'en était pas une au final. Bon. Donc voilà, malgré cette tristesse, évidemment, j'ai tout donné pour passer cette première année de médecine. Du coup, je voulais faire économiser de l'argent à mes parents. Et du coup, j'ai pas pris d'écurie, comme on appelle. Parce qu'en fait, normalement, on paye des écuries. Enfin, beaucoup de gens payent des écuries pour qu'ils résument les cours, pour qu'ils leur fassent faire des QCM comme il y allait avoir à l'examen, puis qui s'entraînent, qui fassent du bachotage en fait, tous ensemble. Et moi j'avais déjà à l'époque pas ce sentiment que ça allait me faire travailler. Moi j'avais envie de travailler toute seule, chez moi, tranquille. Et donc je faisais tout. J'allais assister aux cours, je faisais mes petites fiches résumées directement, et puis voilà, je les apprenais et je travaillais du matin jusqu'au soir. Il y a des fois où pendant la période des examens où j'ouvrais pas du tout mes volets, je restais comme dans une grotte. Je me rappelle une fois où je crois que je suis pas sortie pendant 5 jours. Et peut-être presque pas ouvert mes volets pendant 5 jours. Et en fait, quand je suis sortie, ça me faisait même bizarre de marcher en fait. C'était hyper étrange. Voilà, première année de médecine, qu'est-ce qui s'est passé? Premier un peu groupe d'amis, un peu hétéroclite, où c'était bien parce qu'il n'y avait pas de compétition entre nous, c'était déjà très très bien. Parce que la première année de médecine, ça pardonne pas, hein. Tout le monde se tire dans les pattes, personne n'aide personne, mais entre nous, ça allait. C'était bon enfant, etc. C'est juste que, voilà, ce que j'aimais pas déjà à l'époque, c'est les gens qui se balancent des pics à longueur de journée. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Ils aiment... leur humour, c'est ça, c'est envoyer des pics aux gens. Et puis surenchérir, etc. Et moi, j'aime pas ça. Donc j'étais pas très à l'aise dans ce groupe en rapport avec ça. Et des fois, je leur disais, mais pourquoi vous faites ça? Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, il y a d'autres, on peut avoir un autre type d'humour. Enfin, bon, bref. Ça, c'était petite parenthèse. Donc, j'ai réussi ma première année de médecine. En parallèle, il faut faire des études de kiné aussi. Donc, j'ai réussi les examens kiné en parallèle avec les examens de médecine qui m'ont fait une moyenne qui était bien. Je crois que j'ai eu peut-être 14,8, 14,9, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir kiné. Donc, voilà. Après, je me suis embarquée dans le kiné. Donc, kiné. Alors, kiné, je pense qu'au final... après, ça a été quand même les meilleures études que j'aurais pu choisir. Parce que c'est vraiment une ambiance dont j'avais besoin, en fait. Une ambiance de famille, une ambiance où tout le monde est soudé, tout le monde fait la fête. Tout le monde partage un même métier qui est de soigner les gens. Donc, en fait, ça quand même, ça dénote aussi une certaine générosité d'être de la part de toutes ces personnes. Et donc, et il y a un rapport au corps aussi. Ça a été très libérateur et très, comment dire, ça décoince.
Quand on est kiné, ça décoince. Hein, déjà, le tout premier cours en amphi, la prof a fait monter quelqu'un en sous-vêtements sur le bureau au milieu de l'amphithéâtre pour observer les repères osseux, etc. Et elle a dit, voilà, ça va être ça pendant 3 ans, quoi. Et ça apporte aussi un respect du corps humain, une approche décomplexée et bon enfant. Et voilà, ça fait, je pense que ça fait beaucoup de bien, ce genre de parcours scolaire. Je trouve que c'est très très bien d'avoir cette conscience corporelle, d'être en contact avec le corps des autres, etc. Pour moi, c'était très positif, déjà pour ça. Ensuite, même pour encore maintenant, de connaître comment le corps marche, d'avoir fait cette première année de médecine aussi pour connaître toute la physiologie, l'histologie, enfin tout en rapport avec le corps, parce qu'on survole vraiment tout en rapport avec ça, le fonctionnement le plus interne des hormones, etc., du cerveau, de la glycémie, de tout. Je trouve que c'est un savoir qui est très très précieux pour tout ce qui est développement personnel ensuite par la suite, pour tout ce qui est même du coup le parcours des émotions, parce que plus on a une conscience corporelle, plus ça va nous aider de visualiser comment est le corps aussi à l'intérieur. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ça m'a aidé. En fait, pendant ces études-là, j'ai aussi eu une grosse rupture amoureuse et je me suis mis à fond dans mes études et dans le stage que j'étais en train de faire, qui était un stage dans un centre de rééducation en traumatologie. Les patients avaient par exemple des fractures avec des fixateurs externes, des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, etc. Et en fait, c'est là où je me suis tellement mis à fond dans mon travail. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'aimais pas de base les humains. En fait, ce métier m'a appris à aimer les humains. J'ai vraiment connecté avec les gens parce que je voulais pas soigner qu'un corps physique. Et ça m'a beaucoup apporté dans le sens où je me suis liée. Moi, j'arrivais pas à m'empêcher de me lier un peu avec tout le monde, enfin avec tous mes patients, connaître leur vie. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir discuter, connaître leur vie, s'ils allaient bien, qu'est-ce qu'ils avaient fait aujourd'hui. Enfin, je concevais pas le soin sans une certaine proximité de la personne pour pouvoir au mieux être présente pour mes patients. Et en fait, voilà, de là est né l'amour des êtres humains. Et je trouve que c'est indispensable, en fait, parce qu'effectivement, on ne peut pas passer sa vie à aimer les animaux et détester les êtres humains, parce que nous-mêmes, on est un être humain. Donc, il ne faut pas juger tout le monde et mettre tout le monde dans le même panier, déjà. Parce qu'il y en a plein des gens bien. Il y en a plein des gens qui sont proches de la nature, qui adorent les animaux, qui feraient tout pour la protéger. Il y a plein de gens qui se bougent, qui dédient leur vie à des causes. Enfin, il y a tellement de belles personnes en fait, que c'est dommage de détester les êtres humains dans leur totalité parce que des belles personnes, il y en a, mais à l'appel. Il suffit juste de les rencontrer et d'en avoir conscience. Donc voilà. Donc je remercie finalement ce hasard qui a fait que je suis passée par kinésithérapeute. Donc après, une fois que j'étais diplômée, j'ai commencé par des remplacements pour savoir où j'allais m'installer. Et puis ensuite, je me suis installée à La Ciotat et j'ai été kiné dans un tout petit village qui s'appelle Cas d'Olive. Peut-être que mes anciens patients me regarderont. Et donc voilà, j'étais comme la kiné du village parce qu'en fait c'était un cabinet secondaire d'autres kinésithérapeutes et ils avaient besoin de quelqu'un pour y être. Donc moi j'étais pratiquement toute seule avec juste une autre kiné qui venait, mais quand même moins que moi parce qu'elle était sur 2 cabinets. Moi j'étais que sur celui-ci. Et donc voilà, c'était comme si j'avais mon petit cabinet avec mes patients et que j'ouvrais tous les jours et que je fermais tous les jours. Et voilà, et puis j'allais faire les domiciles, etc. tout autour avec ma voiture. Et donc, comme je vous le disais, j'étais quelqu'un qui était très, très à l'écoute de tous mes patients et qui aimait bien être en 100% dans l'empathie, évidemment.
Et du coup, j'avais tout le temps beaucoup de cadeaux. C'est ouf quand j'y repense à quel point j'avais plein de cadeaux. J'ai eu des bagues en argent, des bijoux, des écharpes, des plantes, du couscous, des gâteaux arabes. J'ai eu tellement de choses, des sous, même de l'argent. C'est en plus de ce qu'ils me donnaient, enfin via la sécurité sociale. Donc c'était merveilleux quelque part de voir à quel point les gens étaient, m'appréciaient. Mais du coup, c'était d'autant plus dur quand j'ai eu envie quand j'ai senti que ça n'allait pas. Et j'ai senti que j'étais en train de me perdre totalement et d'être en burn-out en fait. J'en pouvais plus, j'ai réduit. J'ai travaillé à un moment plus que 3 jours par semaine et j'étais quand même pas bien. Donc en fait, en parallèle, j'avais commencé une thérapie avec une hypnothérapeute parce que justement depuis la première année de médecine, je mangeais beaucoup et je me faisais vomir. Donc ça faisait, je pense que ça a pris, ça faisait 5 ans que je faisais ça. Je l'avais dit à personne ne l'avait remarqué. Mais je faisais ça tous les jours. Et en général, je pense 2 fois par jour à peu près. Donc ça esquinte beaucoup les doigts qu'on met au fond de la gorge, les tendons de la main qui finissent par être un peu coupés par les incisives, puis l'œsophage, l'estomac, tout le système, quoi. C'est pas bon, évidemment, de faire ça. Et personne ne l'a remarqué, puis j'étais bien plus en chair que maintenant, parce que je mangeais beaucoup, puis j'enlevais le surplus, en fait. Je me remplissais, et je me vidais le surplus, parce que j'étais vraiment pas bien, évidemment, quand on mange énormément, puisque mon corps n'arrivait pas à digérer. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai décidé que c'était trop, en fait, que je pouvais pas... je voulais pas rester comme ça, je voulais pas faire ça toute ma vie et que c'était un problème, évidemment. Sauf que voilà, pendant 5 ans, je m'en occupais pas. Et donc, je me suis dit, je vais appeler, bizarrement, ça m'a pris comme ça, je me suis dit, je vais appeler une hypnothérapeute. Je vais faire de l'hypnose, ça a peut-être marché. Et donc, j'ai pris la première qui m'inspirait par son nom, c'était à Sanary-sur-Mer. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment un grand parcours, un grand nettoyage parce qu'elle avait une boîte à outils complète, quoi. Pas que de l'hypnothérapie, mais de l'EFT, de l'EMDR, de la thérapie cognitivo-comportementale, de la gestalt. Enfin, c'était vraiment un mix de tout. Cette thérapeute était vraiment super. Et c'est moi qui me suis retrouvée à lui faire un cadeau cette fois. Et à la fin des séances. Et donc cette personne, elle m'a dit que non, c'était pas un problème ce que j'avais et que ça pouvait facilement se résoudre. Alors là, déjà, quand on m'a dit ça, alors que moi, ça faisait 5 ans que j'essayais d'arrêter et que j'y arrivais pas, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ok, je vais lui faire... je lui ai fait confiance. Elle m'a dit ça, moi, je lui ai fait confiance totalement. Par contre, ça a été assez long. J'ai mis 7 mois à raison de 1 séance par semaine. Il y a eu une fois où j'ai eu envie d'arrêter et puis elle m'a convaincue de ne pas arrêter. Et en fait, au bout de 7 mois, j'ai arrêté. Et j'ai plus jamais recommencé. Mais alors, plus jamais. Mais par contre, en fait, c'est non seulement j'ai arrêté ça, mais j'ai aussi changé toute ma vie. Ça a changé... c'est là que ça a commencé à changer toute ma vie, en fait. Pour ma part, ce trouble du comportement alimentaire s'était déclenché parce que j'avais perdu mon repère d'être vétérinaire et que je me sentais totalement perdue. Et que je sentais que la voie dans laquelle je m'engageais, elle me remplissait pas autant que celle que j'avais eue toute ma vie en fait. Bah oui, parce qu'il faut savoir que dans chaque trouble du comportement alimentaire ou dans chaque addiction qu'on peut avoir, il y a des racines très très profondes de soucis qu'on a en nous. Et à partir du moment où on les règle en thérapie, forcément que toute la vie va changer puisque les problèmes sur lesquels on s'était construit ne sont plus là. Donc il y a toute la vision de la vie qui change, soi-même on change, c'est impressionnant. Donc c'est pour ça que moi je dis, si vous avez l'envie de vous attaquer à une de vos addictions ou un de vos troubles
du comportement alimentaire, foncez parce que ça va tout changer en fait et c'est génial. C'est pour le mieux vraiment. J'ai arrêté donc, de travailler, à Cadolive et je suis partie, chez ma mère à Nantes et c'est là que voilà, c'est là que déjà, le point de bascule a commencé parce que, j'ai accepté déjà de lâcher. J'ai accepté de ne plus être là pour mes patients et de les transmettre à quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc premier déménagement à Nantes. Puis là, je fais des remplacements et je sens que même en faisant des remplacements, j'étais pas bien. Le peu de temps que je travaillais, un mois, j'étais pas bien pendant un mois. Et j'avais du mal à me lever le matin. Et à midi, je sortais à midi du lit, etc. Et c'est là que je me disais, il y a un problème. Il y a un problème. Et je sentais que ça me correspondait pas comme métier. Mais je savais pas quoi faire d'autre. Donc, quand on sait pas quoi faire, on reste dans cette voie-là. Et puis, on subit, quoi. On subit. J'allais au travail la boule au ventre, même si j'étais toujours aussi empathique, évidemment, avec mes patients et qu'ils adoraient toujours mon travail. Mais moi, ça me bouffait de l'intérieur. J'étais lessivée en rentrant, j'étais pas bien. Et ouais, non, j'étais vraiment pas bien. On me disait, oui, parce que t'arrives pas à te recharger, tu donnes trop, il faut pas donner autant. Mais moi, je suis comme ça. Je suis intrinsèquement comme ça. Et je peux pas me forcer à donner moins parce que j'aurais l'impression de mal faire mon travail. Et je culpabilisais sans cesse. J'étais sans cesse entre cette culpabilité de pas faire mon travail à fond, de pas me donner à fond. J'estime que les gens, c'est leur santé, ils ont le droit au meilleur en fait. Donc c'est certainement un souci de perfectionnisme, mais qui me rendait la vie invivable parce que voilà, c'était soit je me préservais mais je me culpabilisais, ou soit je donnais tout mais moi j'étais lessivée. Et à un moment donné, c'est mon corps qui a dit stop. À un moment donné, je me suis blessée au poignet et j'ai eu une douleur mais à en vomir. Pourtant, il n'y avait rien de spécial quand on regardait aux radios, etc. Mais j'avais mal, vraiment une douleur atroce. Quand on dit à une échelle sur 10, j'avais mal à 10 sur 10. Et beaucoup de soleil là. Et du coup, j'ai fini par être diagnostiquée une algoneurodystrophie. Donc c'est avec une scintigraphie osseuse qu'on voit ça. Et donc ça m'a forcée à arrêter. Ça m'a forcée à trouver autre chose. Donc merci la maladie. En tout cas, ça fait partie des gros messages, c'est que quand notre corps il parle, il faut l'écouter. Et vous voyez, parce que je le sentais, ça faisait un moment que je sentais que ça me vidait. Mais comme je ne savais pas quoi faire d'autre, je n'arrêtais pas. Et donc, il a fallu que ça soit le corps qui parle, en fait. Et pour que j'ai le courage de faire autre chose. Sauf que c'est vrai que c'est dur d'arrêter quelque chose quand on ne sait pas quoi faire d'autre. Et là, ça a été le début de la quête, le début de la brasse coulée, le début d'être complètement sans repère et d'aller chercher ses piliers, d'aller chercher qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Et ça réveille un réflexe de survie énorme en fait. Ça réveille beaucoup de choses. Parce qu'on se dit, si je peux pas travailler, je peux pas gagner d'argent. Si je peux pas gagner d'argent, je peux pas me nourrir. Je peux pas me loger. Donc évidemment que le métier, ça réveille, chez moi, ça a toujours réveillé une angoisse monumentale parce qu'il faut survivre. Et donc il faut bien gagner de l'argent. Voilà. Et je voulais pas faire quelque chose qui me plaisait pas, j'en étais incapable. Donc je voulais trouver. Donc, la suite au prochain épisode, de savoir ce qui s'est passé ensuite. Voilà donc la suite au prochain épisode. J'espère que ça n'aurait pas été trop long.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez me partager des choses, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette quête extraordinaire et compliquée qui est la quête de soi-même. Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage dans votre quête. À bientôt.